Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être en direct avec nous. Vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, spécialiste de l'Iran. Des manifestations ont démarré depuis le 28 décembre. Le motif de départ, c'est la vie chère. Vous avez des informations toutes nouvelles à nous livrer depuis ce matin. Que se passe-t-il aujourd'hui en Iran? Est-ce qu'on s'apprête à voir le début de la fin du régime des mollahs ou il est encore trop tôt pour Alors, le dire? ce sont des manifestations, évidemment, qui trouvent, leurs origines dans un temps long. Ce sont d'abord des manifestations contre la République islamique d'Iran. Je rappelle qu'il y a une étude qui a été faite par la fondation Gaman, reliée en France au mois de juillet par la Fondapol, la très sérieuse Fondapol, qui dit que 81% des Iraniens ne veulent plus de la République islamique. Il y a vraiment une rupture en Iran depuis des années avec l'islam politique, c'est ce qu'il faut entendre. Alors évidemment, en fait, le contexte de révolte, on le connaît depuis des années. Il y a eu plusieurs mouvements, plusieurs temps en fait de cette révolte qui est en train de devenir une vraie révolution. Ce matin, je discutais avec des opposants iraniens, des cadres en fait de mouvements d'opposition iraniens qui parlent bien de révolution. Il y a une réalité aujourd'hui, effectivement, l'argent iranien ne vaut plus rien. Il faut presque 1,6 million rials, la monnaie iranienne, pour obtenir $1. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus les moyens en fait de se nourrir, sauf à posséder des dollars et d'acheter au marché noir, si vous voulez, de la nourriture. Pour bien l'expliquer à vos téléspectateurs, en Iran, en fait, on peine à trouver du riz, ce qui est quand même la base de la nourriture base, iranienne. Évidemment, voilà, exactement. Vous l'avez très bien dit. Il n'y a plus d'huile. Les produits laitiers sont devenus hors de prix. Les médicaments sont hors de prix. Les gens ont du mal, en fait, aujourd'hui, de se soigner, notamment les gens qui ont des maladies, qui sont atteints de maladies chroniques. Donc, si vous voulez, il y a un contexte qui est terrible. Le régime, probablement, est à un tournant de son histoire depuis 47 ans, parce qu'il ne sait pas répondre aujourd'hui à cette crise sociale, politique, économique, si vous voulez, qui est en train d'embraser en fait l'ensemble de l'Iran, parce que les mouvements de manifestation se sont répandus à beaucoup plus d'une centaine en fait de villes. Oui, ça ne concerne pas que la capitale. Le mouvement avait démarré au Grand Bazar de Téhéran le 28 décembre. Vous avez raison de le dire. Donc là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le mouvement, les manifestations continuent, que tout le pays est concerné, les principales grandes villes sont concernées par ces mouvements de manifestations et d'affrontements? Je dirais qu'on voit beaucoup de petites et moyennes villes, ce qui est assez surprenant, qui sont touchés par la contestation. Alors, il y a une réalité, c'est que dans ces petites et moyennes villes, les postes de police, les centres du Basij, vous savez, la milice civile en fait, des gardiens de la Révolution, sont moins importants que dans les grandes villes. Donc c'est plus facile en fait de les faire tomber, comme on a pu le voir en fait hier. Il y a eu des images. D'ailleurs, on voit même des policiers fraterniser avec des manifestants. Bien sûr, il y a des manifestations en Iran, il y a des axes routiers qui ont été bloqués là à plusieurs reprises ces dernières 48 heures. Donc les grandes villes ne sont pas épargnées, mais on voit quand même qu'il y a une stratégie quand même qui consiste à faire d'abord tomber, si je puis dire, en fait, les petites villes et moyennes villes où il y a moins en fait de force en présence, où c'est peut-être plus facile. Alors la question, c'est est-ce que cette stratégie est pilotée aujourd'hui directement par les manifestants ou par des conseillers extérieurs? C'est ce que j'allais dire. Vous me parlez de stratégie, Emmanuel Razavi, mais qui est derrière cette stratégie? Alors très clairement, depuis samedi, on parle, je l'ai d'ailleurs dit sur le site d'information Atlantico, mais on parle très clairement en fait de présence de forces spéciales israéliennes aux côtés d'agents du Mossad à l'intérieur des frontières iraniennes, très probablement, qui conseillent en fait les manifestants. On le sait puisqu'on a des images aujourd'hui, mais depuis samedi était annoncé qu'étaient déployés en fait des Delta Force, force spéciale américaine, mais qui opère aux côtés apparemment de Rangers et qui pourrait se coordonner, qui se coordonnerait plus exactement avec ces forces spéciales en fait israéliennes qui sont déjà sur place. Les Américains, on pense qu'ils sont probablement côté irakien à la frontière de l'Iran. Vous savez qu'il y a le Kurdistan irakien qui est frontalier en fait de l'Iran. Et dans ce contexte, le régime est en train de trembler. Je vous le disais tout à l'heure hors antenne. Une partie des dignitaires en fait iraniens, notamment du clan réformateur, commence à faire défection. Donc le clan réformateur, c'est le président Massoud Pezeshkian, président de la République islamique, qui voit une partie de son entourage en fait faire défection, prendre contact avec des services étrangers, mais aussi avec les mouvements d'opposition. Écoutez, différents représentants des mouvements d'opposition iraniens, que ce soit des monarchistes, que ce soit des centristes, ou même des Kurdes, disent que depuis plusieurs jours déjà, ils sont en contact avec des gens du régime iranien qui font défection
contradiction et qui essayent de penser en fait à la fois leur avenir évidemment personnel, de s'acheter une assurance vie, hein, bien sûr, en trahissant, mais aussi de penser peut-être la continuité, l'alternance peut-être politique du régime, ce qu'on verra probablement d'ici quelques jours ou quelques semaines, pour autant que le régime chute évidemment. Là, vous me parlez du clan réformateur. Et on peut mettre clan réformateur entre guillemets, Emmanuel Razavi, quand on parle de... C'est un clan mafieux, c'est un clan en fait qui est impliqué dans le trafic de drogue à grande échelle, notamment avec les mafias colombiennes, vénézuéliennes, mexicaines, hein, depuis des années. Trafic d'armes, prostitution, trafic d'œuvres d'art. Mais on voit que depuis 24 heures précisément, plusieurs personnalités du clan réformateur ont demandé des visas. En tout cas, ils tentent en France, via l'intermédiaire d'un avocat parisien, d'obtenir en fait des visas français pour leur famille. Pourquoi la France ? Écoutez, je vous le demande. Alors, il est vrai que depuis quelques années, ces réformateurs ont de très bonnes relations hein, avec, les ministères des Affaires étrangères français, à commencer en fait par la France. La France s'est plutôt montrée assez généreuse et accueillante depuis 1978. Je vous rappelle qu'en octobre 1978, le fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini, était à Neuf-le-Château. Hein. Il était en exil. Et il rentre en Iran dans un avion d'Air France. Bien sûr, vous l'avez compris. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de continuité. La France est toujours vue comme un pays quand même d'accueil. Ces familles-là ont l'habitude d'ailleurs hein, de venir en Europe, en France, en Allemagne. Là, les visas, on a une vingtaine de familles de hauts membres, de très hauts dignitaires en fait du régime iranien. Il y a notamment en fait Monsieur Khalibaf, hein, qui est le président en fait hein, de l'Assemblée islamique, dont une partie de la famille a demandé en fait des visas pour venir ici via encore une fois l'intermédiaire d'un avocat parisien, enfin irano-français qui œuvre à Paris. Donc ça, c'est quand même un signal très fort d'un régime qui pourrait, on va prendre beaucoup de précautions, bien sûr, hein, vivre ces derniers temps. En tout cas, ça en donne l'apparence. Il faut être prudent, bien sûr. Ce matin, évidemment, hein, il faut être très prudent parce qu'on a été habitué à voir hein, des mouvements de révolte qui s'éteignaient. Là, je pense qu'on assiste à quelque chose d'assez inédit. Oui. Il y a aussi, hein, je le rappelle pour vos téléspectateurs, il y a un grand mouvement de manifestation dans plusieurs villes demain. Les mouvements d'opposition, les opposants appellent à l'unité. Je parle des opposants iraniens, évidemment, des chefs en fait des différents groupes d'opposition. Il se pourrait que la journée de demain soit particulièrement décisive. Il va falloir la surveiller. Quand vous parlez d'unité des opposants, c'est ceux qui sont pro du retour du fils du chat, c'est ça? Ceux qui sont plutôt les opposants alors, à gauche? Les oppositions iraniennes, je parle des oppositions démocratiques, elles sont plurielles. Hein. Vous avez bien sûr des centristes, vous avez absolument le prince Reza Pahlavi dont vous avez parlé, dont le nom est scandé hein, à travers tout l'Iran depuis plusieurs jours. Vous avez aussi les oppositions, les mouvements d'opposition ethnique comme les Kurdes par exemple. Donc tous ces mouvements se parlent, appellent à l'unité. Donc je vous le dis, il y a quelque chose d'assez nouveau, d'assez inédit. Le renseignement britannique, il y a hier ou il y a 2 jours, évoquait la fuite possible du guide suprême vers la Russie. C'est une option tout à fait possible, c'est pas la seule, il y a d'autres options, on en parlera si vous voulez. Oui. Il se trouve que Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, le successeur de l'ayatollah Khomeini, a fait une partie de ses études en Russie. Je dirais que c'est un homme des Russes d'ailleurs, hein. En Iran il est souvent traité d'agent des Russes, à raison parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, et même avant d'ailleurs, il a toujours gardé de bonnes relations alors avec les Russes, mais notamment avec les services secrets russes. Les services secrets russes forment les services secrets iraniens depuis 1979. La force Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution, en charge des opérations extérieures, ses propres services de renseignement sont formés par des cadres des services secrets russes depuis fort longtemps. D'ailleurs, quand on voit les tactiques de fonctionnement, les stratégies de fonctionnement des gardiens de la Révolution en matière d'information, d'ingérence, c'est le copier-coller de ce que font les services russes. C'est la doctrine russe. Bien sûr, c'est la doctrine russe, absolument. Là, dans ce cadre-là, la chute du Venezuela, ce week-end, enfin la chute du régime au Venezuela, est-ce que ça fragilise l'Iran? On a appris, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il y avait des liens, effectivement. Et quels sont ces liens entre le Venezuela et la République islamique d'Iran?
Alors, ce sont des liens déjà anciens. Il se trouve que le Venezuela, je vous l'ai dit, a des mafias, narcos, on le sait tous, et que le régime iranien, depuis une trentaine d'années, a beaucoup investi dans le trafic de drogue, fournissant des moyens logistiques avec le Hezbollah, vous savez, un peu la filiale des gardiens de la Révolution, en fait, au Liban, fournit des moyens logistiques, en fait, des bateaux, notamment des avions, aux narcotrafiquants mexicains, colombiens, vénézuéliens. Il y a énormément de rapports de la DEA américaine sur le sujet. Et les Iraniens, le régime iranien, a placé des dizaines de milliards de dollars. Un ex-agent de la DEA me parlait de centaines de milliards de dollars placés au Venezuela sous forme de différents actifs. Des dignitaires iraniens ont placé cet argent tiré des revenus, des bénéfices du trafic de drogue, au Venezuela sous forme de lingots d'or, parfois en liquide, sous forme d'investissement en dur dans des centres commerciaux, dans des programmes immobiliers, dans des supermarchés. Enfin, c'est très très large tout ça. Et donc, ce qui se passe au Venezuela, c'est un choc, c'est un coup dur pour ces responsables. Un énième coup dur. Un énième coup dur parce que c'était leur assurance vie, le Venezuela. Évidemment, cet argent. Il reste très peu d'alliés maintenant. Peu à peu, les alliés s'effondrent. Alors, ils ont de l'argent, pour certains d'entre eux, en Russie. C'est le cas d'Ali Khamenei, dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Ils ont de l'argent aussi en Chine, dans d'autres pays. Mais le Venezuela leur a porté un coup extrêmement sévère. On a le sentiment que Donald Trump fait une espèce de billard à trois bandes qui est en train d'isoler et d'asphyxier le régime iranien. Alors, ce sera ma dernière question, enfin une de mes dernières questions. Si le régime iranien tombe, quelle alternative qui peut reprendre le pays? Est-ce qu'il peut y avoir une alternative, évidemment, on le souhaite, démocratique au pays? Alors, c'est la question. L'ensemble des oppositions iraniennes sont, les oppositions iraniennes, elles sont démocratiques et laïques pour la plupart. Je dirais qu'à 90%, les mouvements d'opposition sont laïques, démocratiques, sont très respectueux en fait des minorités ethniques. C'est important. Oui, l'Iran aussi, c'est un pays de minorité ethnique, c'est un pays tribal. Moi, je le rappelle souvent, on oublie de le dire. Il y a une personnalité centrale au sein des oppositions iraniennes, c'est le prince Reza Pahlavi, qui apparaît comme un rassembleur, d'abord et d'une parce qu'il incarne, si vous voulez, un temps par son nom, c'est son père qui était le dernier roi d'Iran, le dernier shah d'Iran. C'était une époque où le pouvoir d'achat était particulièrement important, avait augmenté en Iran. C'est une période où il y avait l'égalité des droits entre femmes et hommes, évidemment. Ce qui ne veut pas dire que le régime était parfait, bien sûr, il était critiquable, mais c'était une époque où l'Iran rayonnait, entretenait des rapports pacifiques avec l'Occident, avec les États-Unis en premier lieu, avec Israël. Donc Reza Pahlavi, en plus, qui est un ancien pilote de chasse, si vous voulez, il incarne ce lien important pour les Iraniens entre l'Iran et l'Occident et évidemment Israël, pays avec lequel ils veulent avoir des rapports pacifiés. Autour de lui, il y a plusieurs mouvements d'opposition. Vous avez d'abord les libéraux, une partie des libéraux, mais qui ont déjà fait qui ont déjà prêté allégeance à Reza Pahlavi. Vous avez des centristes. J'ai interviewé l'autre jour Monsieur Beheshti, qui est l'un des responsables de l'opposition centriste, qui appelle lui aussi à l'unité. J'ai interviewé le chef du Komala kurde, le mouvement kurde, qui appelle aussi à l'unité. Donc on voit bien qu'il y a une convergence qui est en train de s'opérer, qui est historique depuis 47 ans, entre différents mouvements, en fait, des mouvements de désopposition plurielle, démocratique. J'insiste sur le mot démocratique parce que c'est tellement rare au Moyen-Orient d'avoir des mouvements d'opposition qui sont démocratiques et laïques qu'il faut le souligner. L'Iran, ces oppositions démocratiques, elles ont des chefs qui sont très bien formés politiquement. Elles ont des cadres qui sont extrêmement bien formés aussi politiquement, sur le plan géopolitique, qui ont une vraie vision pour l'Iran, bien sûr, mais aussi pour le Moyen-Orient, pour la région. Vous l'avez extrêmement bien dit. Et donc, c'est une promesse d'un avenir meilleur. Pour autant, si le régime chute, il faudra immédiatement assurer la continuité, en fait, de l'État. Il faut que les administrations fonctionnent. Donc, vous voyez, ça ne peut pas se passer en un claquement de doigts. Il y a des négociations. Il faut qu'il y ait des défections, des fonctionnaires qui soient capables de continuer, je dirais, à assurer le fonctionnement des administrations pour permettre à l'ensemble des oppositions de se grouper et de créer un gouvernement de transition démocratique. Merci infiniment, vous, Emmanuel Razavi, d'avoir été en direct avec nous et de nous avoir apporté également ces informations de tout premier ordre en ce qui concerne la situation en Iran. Je rappelle que vous êtes le co-auteur du livre La pieuvre de Téhéran que vous co-signez avec Jean-Marie Montali. Merci d'avoir été